RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports, un Café des Sports très africain cette semaine et j'espère que le menu, le contenu concocté avec toute l'équipe vous conviendra. Vous êtes au rendez-vous, que vous soyez derrière votre poste radio ou à côté, que vous soyez aussi près d'un écran et que vous nous regardez à travers Internet, le Facebook Live ou la chaîne YouTube de RFI et puis bien sûr grâce à France 24. Avec les invités qui sont là, bien sûr, et toujours fidèles au rendez-vous, notre duo de choc. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis bonjour Rémi. Bonjour Annie. Et Monsieur Ngono. Oui, et j'adresse un carton rouge d'entrée comme ça là, à mon marabout béninois. Parce que justement, c'est lui qui me fait souvent il m'a dit que j'allais vivre jusqu'à 125 ans. Il m'a dit que j'allais avoir de la fortune. Il m'a dit ceci et cela. Et il se passe toujours rien. Et finalement, vous avez lui-même pas 125 ans. Le problème, c'est que même pour son propre pays, il m'a dit que c'est le Bénin qui sera le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Le Bénin ne parle pas de la Coupe du Monde, donc je comprends qu'il m'a escroqué. Rembourse mon argent, sinon je vais donner ton nom en direct. Bonjour Franck Simon. Bonjour Annie. C'est vous le marabout du jour. Je suis plutôt la pièce rapportée, on va tenter d'arbitrer entre les deux poids lourds. Jamais de pièce rapportée dans Radio Foot, surtout vous qui êtes C'est gentil, merci un des plus infiniment. anciens de cette émission. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, moi Frédéric il n'y a Suto. pas de marabout. Dans 125 ans, j'espère qu'on sera encore là à présenter le Café des Sports. Espérons que nos auditeurs aussi. Là, jusqu'à ils sont là, les premiers messages qui arrivent. Là, premier commentaire sur le Facebook Live de Métis Noir. Le plateau Big Up, Rémi, c'est Jean-Claude qui nous dit ça. En place, c'est parti. Ça Ils tombe sont là. les messages. Alors, c'est parfait. Justement, aujourd'hui, dans nos débats, nous évoquerons d'abord une finale. La finale entre Africains et Sud-Américains pour refermer la 24e Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Maroc et l'Argentine se retrouveront dimanche soir au Chili. Les Lionceaux ont éliminé les Bleuets, les Argentins, les Colombiens. Au niveau du palmarès, avantage très net aux Sud-Américains. Mais sur le terrain, qui aura l'avantage ? La fin des éliminatoires du Mondial 2026 en Afrique. Mais il reste une place pour l'un des 4 barragistes du continent. Qui ira ferrailler dans un dernier tournoi intercontinental? Alors on a les Super Eagles du Nigeria qui sont de retour dans un rôle d'épouvantail, nous semble-t-il. Un choc teinté de rouge ce week-end dans le nord de l'Angleterre. Liverpool recevra dimanche Manchester United. Les Reds sont sous pression après 3 défaites consécutives. Les Red Devils en quête de résultats. Alors, ce choc sera-t-il explosif? C'est vous qui nous le direz, messieurs. Et puis, comme chaque semaine, il y aura les cartons, les vôtres, toujours aussi savoureux, et les nôtres, parfois drôles, parfois piquants. Nous verrons cela. En tout cas, au générique de cette émission aujourd'hui, il y a Saliou Diouf qui m'a aidé à préparer l'émission avec Guillaume Buffet. Pour ce qui est des moyens vidéo, Steven Esli et Swell Kedir. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Cette finale donc de la Coupe du Monde des moins de 20 ans se déroulera dimanche, dans la nuit de dimanche à Santiago du Chili. Alors ça sera au Stade National, un lieu de bien triste mémoire si l'on repense au moment du coup d'État de 1973. Ça a été devenu une sorte de camp de prisonniers à ciel ouvert. Dimanche soir, la fête devrait être au rendez-vous et espérons que les tribunes seront aussi bien remplies pour les acteurs sur la pelouse, à savoir les Lionceaux du Maroc qui vont se retrouver face aux jeunes de l'Albi Céleste et Argentine. Une affiche d'ailleurs inédite et prometteuse. Inédite parce que jamais les Marocains ne s'étaient hissés dans cette finale. Les aînés argentins, eux, quand je disais qu'ils étaient en avance au palmarès, ils l'ont remporté 6 fois cette coupe entre 1979. C'était alors avec un certain
Diego Maradona. Ouais, j'étais sûre que Xavier avait évidemment jeté un œil là-dessus. Et puis, jusqu'en 2007, ils l'ont remporté donc 6 fois. Et en 2007, c'était avec Sergio Agüero. Mais en 2005, c'était avec Lionel Messi. D'ailleurs, c'est une compétition qui se déroule tous les 2 ans. Alors, l'Afrique ne remporte plus cette compétition depuis 2009. C'était alors le Ghana. D'André Ayou. Exactement. Le Nigeria a déjà été en finale, mais Il y a ne l'a longtemps. pas Dans un remporté. autre siècle. Dans les années 90, Ghana, Nigeria s'invitaient souvent dans le dernier carré. Mhm. Un peu comme en Coupe du Monde normale, entre guillemets, c'est-à-dire avec les grands. Franck Simon, est-ce que pour vous, les Marocains vont ramener ce trophée? Je le souhaite. Après, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être que mes acolytes du jour en ont une, mais moi, j'ai pas de boule de cristal. Je le souhaite. Non, mais allez regarder jouer. Allez regarder jouer, on a plaisir à les voir évoluer. Après, on sent quand même que ils ont gagné en confiance, tout simplement. Déjà, en ayant fait un premier tour assez savoureux, quoi, en fait, en battant l'Espagne. Je crois qu'il y avait le Brésil aussi sur leur route. Et puis, ils ont pris confiance, un petit peu à l'image de ce football marocain qui est totalement décomplexé dans toutes les catégories, chez les jeunes, chez les femmes, etc., en club. On a vu il n'y a pas si longtemps l'équipe locale remporter le CHAN en Afrique de l'Est. Et donc, du coup, je les imagine assez bien aller chercher quelque chose. Pourquoi pas ce titre qu'ils n'ont jamais remporté. Ça paraît quand même compliqué parce que l'Argentine, vous l'avez rappelé, n'a rien fait, en tout cas n'a pas remporté depuis bien longtemps. Ce sont des spécialistes, eux. Le Maroc, ils ont déjà été une fois dans le dernier carré. C'était en 2005 aux Pays-Bas. Donc, je pense qu'ils ont envie d'améliorer cette perf. Elle, c'est déjà fait. Et maintenant, pourquoi pas s'offrir, pourquoi pas le monde. Moi, je leur souhaite. Ouais. Xavier, un deuxième titre peut-être pour ce continent, mais aussi les Argentins qui, eux, j'ai regardé dans la dynamique, on va dire, des champions du monde que sont leurs aînés. J'ai regardé beaucoup de matchs de cette compétition parce que c'est une compétition que j'aime beaucoup. Et il faut rappeler que l'équipe de France championne du monde en 2018... Vous êtes courageux, parce qu'il y a 5 heures de décalage. Non, mais il y a des matchs à 22h. Alors après, à 1h Oui. du match, je ne les regardais pas tous, mais, ou en tout cas pas jusqu'au bout. Mais l'équipe de France championne du monde en 2018 s'appuyait sur l'ossature des champions d'Europe 20 ans, 2013. Pogba, Digne, alors Digne n'y était pas, mais Umtiti, Areola, enfin il y avait toute une génération qui a été championne du monde des 20 ans et qui a ensuite est montée en équipe première. Malheureusement, l'équipe de France, elle, a été fortement handicapée par de très nombreux refus de libérer les jeunes de cette catégorie, parce que si l'équipe de France avait aligné la formation qu'elle pouvait, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Mathys Tel, il y avait Valentin Atangana, il y avait Zézé, Yoro de Manchester United. Enfin, l'équipe de France était, je pense, au-dessus de tous les autres. Malheureusement, c'était une Sur équipe... le papier, parce que parfois, ces équipes de jeunes, faut que Oui, la enfin, chimie, elle prenne ils ont aussi. quand Non, même mais- été champions d'Europe des 17 ans, cette génération-là, et ils ont été vice-champions d'Europe des 19 ans l'année dernière. Donc, on peut imaginer qu'ils auraient été au-dessus du lot. Mais voilà, les clubs les ont pas libérés, donc ils ont été battus en demi-finale par une équipe marocaine qui est très forte tactiquement. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Et ils n'ont pas la possession. Au tour précédent, contre les États-Unis, ils passent avec 30% de possession, mais ils vont très vite en contre. Ils sont assez efficaces et ils l'ont encore prouvé en demi-finale contre les Bleus, où ils ont été assez nettement dominés, surtout en deuxième période, et finalement, ils passent au tir au but. Rémi, on a l'impression que tout réussit au Maroc actuellement, que ce soit dans le cadre des infrastructures qui sont toujours très bien cotées parce que c'est là que se retrouvent beaucoup d'équipes qui n'ont pas des stades homologués. Et puis, ils ont gagné des CHAN, ils ont été loin, ils ont été la première équipe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que même ces jeunes, c'est dans la même dynamique, selon vous, de ce football marocain qui est maintenant... qui dépasse un peu les autres sur le continent? On peut le dire, le Maroc récolte bien sûr Ce ce qu'il qu'il a sème, semé, c'est oui, ça parce que d'ailleurs, si on regarde même le nombre de participations sur les Coupes du Monde, c'est déjà 7. Donc ce n'est pas par hasard que cela arrive là. Et puis en même temps, on peut avoir une bonne formation, mais surtout, il faut d'abord avoir un talent. Donc, quand on essaie quand même de voir dans cette équipe du Maroc, ils ont du talent, même s'ils n'ont pas de possession, comme Xavier Barré peut le dire. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, celui qui peut être le meilleur joueur de la compétition, c'est Othman Mahama, qui déjà, il a fait 3 passes décisives et un but, ce qui signifie que il est très, très bon.
Et puis, si on regarde même le parcours aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez voir, le Maroc va toujours un peu loin, même si pour la CAN, ce n'est pas encore exactement ça, mais on peut quand même se dire que cette équipe a toujours été impressionnante. Donc, toutes ces générations-là ont été impressionnantes. Et là, moi, je suis beaucoup satisfait avec la prestation de cette équipe cette fois-ci, c'est-à-dire que, vous avez dit, ils ont battu le favori, hein, c'est-à-dire c'était l'Espagne, 2-0. Ils ont quand même battu le Brésil 2-1. Bon, vous dites qu'ils ont 30% contre les États-Unis, mais au tableau d'affichage, c'est 3-1. Pour le Maroc, ce n'est pas 1-1. C'est vrai que contre la France, c'est qu'ils ont joué presque... Parce que je crois qu'ils ont pris un peu trop de confiance. Ils ont pris trop de confiance par rapport à une équipe de France qu'on disait justement, parce qu'on disait que c'est une équipe démunie. Et du coup, ils se sont retrouvés dans une sorte de jeu qui n'était pas le leur. Et vous pouvez voir également, ils ont perdu des énergies parce qu'à la prolongation ou au tir au but, ou d'ailleurs leur gardien, le troisième gardien va entrer. Ah oui, ouais. il va arrêter le tir. Donc, je crois que cette équipe-là, aujourd'hui, je ne vais pas regarder l'Argentine sur le palmarès. J'ai regardé le football argentin dans cette formation-là. Ce n'était pas aussi limpide que ça. Ce n'était pas aussi quelque chose de reluisant. Ce n'était pas très, très costaud. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Maroc, comme... C'est deux équipes qui se ressemblent, en fait. Oui, il part comme le petit pousset. Le Maroc n'a pas de palmarès dans cette je pense que le Maroc n'a rien à perdre dans cette compétition. Et comme le dit un proverbe africain, une fourmi peut faire mal en entrant dans l'oreille de l'éléphant. Bah, la fourmi, elle a tout le continent derrière elle. Abdoulaye Diallo, bravo le U20 du Maroc. Toute l'Afrique vous soutient. Ramenez-nous la coupe. Message encore pour nous dire alors que le Maroc va gagner cette Coupe du Monde. On précise pas si c'est les U20 ou celle de 2026 là aux États-Unis. Et puis sinon, Khalid Barry, lui, se désole un peu que Rémi et Xavier soient sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de sujet qui les oppose là sur le Maroc. Si, on peut en trouver un. Vous en voulez un? Ah non, mais attendez. Je vous en trouve un tout de suite. Hein. Non, lui et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Celui-là, il a Xavier Barra dit que non, et ils ont 30% de possession. Et je lui ai dit justement, c'est le tiki-taka qu'il veut dans le football et que malheureusement on veut le résultat. C'est pour ça que parce que lui il se base sur la possession. C'est pour ça que cette finale, ce n'est pas la possession qui fait le football, risque de monsieur. vous décevoir parce que l'Argentine joue pareil. L'Argentine joue surtout un football très pragmatique, plutôt en contre-attaque. Donc si l'Argentine a 30% de possession et le Maroc a 30% de possession, ça nous fait 40% de temps. Fallait les énerver un peu. Où il y aura personne pour s'occuper du jeu. Donc on risque d'avoir une finale qui sera une non-finale où on va s'ennuyer terriblement. Chacun va rester dans son camp, attendre l'autre. Et comme ça, l'arbitre va arriver, va dire 90 minutes finies, 120 minutes finies, chacun est resté dans son camp. Maintenant, on passe au tir au but. L'arbitre, c'est Franck. Franck, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme finale? Je vois effectivement des équipes qui risquent de se neutraliser. Comme le disait Xavier. En plus de l'enjeu, finalement. Voilà, on a des équipes qui risquent de se neutraliser avec de la fatigue. Je pense pas mal du côté marocain, la fatigue mentale aussi, même si tu es qualifié, il faut assumer cette pression qu'ils vont recevoir du Royaume, même s'ils en sont loin, mais bon, on connaît la pression que peuvent mettre sur leurs épaules les supporters. Il y en a d'ailleurs pas mal du côté du Chili, on les a vus d'ailleurs. Mais moi, ce qui me plaît aussi, et qu'on n'a pas dit ici, mais c'est ce que tu disais, Xavier, qui me fait rebondir là-dessus, on a quand même quasiment un tiers de l'effectif qui viennent du championnat national. Donc le coach Mohamed Wahbi a fait appel à des forces vives, des petits qu'on va retrouver. Et ça, c'est typiquement marocain, c'est-à-dire on les forme, l'AS FAR en particulier, et puis à un moment donné, ils vont venir garnir des clubs peut-être plus huppés que l'AS FAR, qui est déjà un grand club, et puis on va les retrouver ensuite en Europe. Donc c'est un super tremplin pour le coup. Et ça, c'est sûr que c'est mieux de voir cette sélection marocaine avec la moitié des titulaires qui sont nés au Maroc et qui ont été formés au Maroc. Par exemple. Alors que chez les champions d'Europe des 17 ans qui ont gagné il y a quelques semaines, il y avait que 2 titulaires qui étaient nés au Maroc, tous les autres venaient d'Europe. Donc je pense que c'est un meilleur exemple, cette sélection marocaine qui est au mondial des 20 ans pour la jeunesse africaine, puisqu'il y a au moins la moitié de l'équipe qui est née au Maroc et qui a grandi au Maroc. De toute façon, ça pourrait inspirer beaucoup de sélections. Il faut savoir que Messi a été formé, Messi que tu adores là, il a été formé en Espagne.
Espagne, En non Espagne. en Argentine. Mais je vais te dire que Sarko Non, que tu mais, vois là, je Sarko, vais te dire le que meilleur joueur actuellement argentin dans les UV là. Je crois que c'est lui qui a 4 buts en 6 matchs. Et Ouais. bien évidemment, il est, je Matteo crois, à Silvetti Leverkusen. aussi, qui Voilà. Non, mais il a Très été bien. formé Bon, en en tout cas, Argentine. les Bleus Il a éliminés été transféré depuis, mais il a joueront été formé en Argentine. demain la petite finale. Ça sera demain soir face aux Cafeteros, les jeunes Cafeteros de Colombie. Qui Maigre sont très puissants. consolation pour cette petite finale, comme on dit. Quant à la finale, eh bien là, il faudra veiller tard, Xavier. Ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, il y a un On gros va le faire, décalage on va avec le faire. une heure, Ah oui. 23 Il heures est en déjà temps habitué, il universel. regarde les matchs de Messi temps universel. dans l'oreille américain là-bas. Voilà. Allez, on continue. On reste sur le continent africain. À chacun son rythme. Après les Américains, après les Asiatiques, les Africains ont achevé leurs éliminatoires cette semaine et les 9 noms des sélections qui représentent le continent sont connus. Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte au nord, Cap-Vert, Sénégal, Côte d'Ivoire et Ghana pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud pour l'extrême continent. Alors, il reste en fait une 10e place, c'est ce qu'on vous a expliqué tout au long de ces émissions, c'est-à-dire une place de barragiste. Il y a 4 barragistes, mais il restera une seule place pour aller ensuite disputer un tournoi intercontinental. Et là, on mélangera tout le monde. Ces 4 équipes, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la RDC et il y a le Nigeria. Le Nigeria, eh bien, il nous semble qu'il revient un peu de nulle part, à grandes enjambées. En tout cas, il va à grandes enjambées vers une 7e participation. Est-ce que, selon vous, Rémi, il est là pour aller jusqu'au bout ? Déjà, c'est une surprise que le Nigeria soit là, et ça peut aussi s'expliquer par le désordre qu'il y a eu pour ces éliminatoires, parce qu'on peut quand même dire que c'est au moins 3 sélectionneurs qu'ils ont connus, donc une certaine instabilité. Mais Ils ont très mal commencé, effectivement. Mais quand on regarde quand même la phase qualité de éliminatoire. ces joueurs nigérians, qui d'ailleurs, on disait qu'ils devaient remporter la CAN en Côte d'Ivoire, mais Ils étaient en finale, en tout cas. Ils étaient en finale. Le Nigeria ne devrait pas être là. Le Nigeria est dans le top 5 du classement FIFA africain. Vous les auriez mis parmi les 9. Voilà, parmi les qualifiés Mais ils automatiquement. sont dans le top 5. C'est une anomalie que le Nigeria se retrouve là avec les autres semaines, même Il si... y avait l'Afrique du Non. Sud quand même dans ce groupe, les Bafana qui ont fait aussi une très bonne CAN en Côte d'Ivoire. Donc, Mais les Bafana, eux, au moins, ils ont perdu 3 points sur tapis vert. Ils ont quand même terminé premier Voilà. du groupe. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la FIFA qui intervenait, on ne parlerait pas aujourd'hui du Nigeria ou du Cameroun. C'est-à-dire que c'est parce que la FIFA vient avec une drôle de règle là où finalement on ne sait pas, des équipes ont participé, après on dit que non, on va retirer tous les points de ceux qui ont joué contre les derniers. Ça a été fait dans d'autres confédérations, même en Europe. Donc, pour l'instant, ce Nigeria ne devrait pas être là. Et comme je le dis, c'est dans des moments difficiles comme ça que parfois le Nigeria réussit à ressurgir. Donc, ce sera difficile pour qu'on les manœuvre. Frédéric, que disent nos suiveurs justement? Parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne les 4 barragistes de ce continent, tout d'un coup, je pense qu'on avait imaginé effectivement le Bénin, le Burkina Faso, voire le Niger. Et là, tout d'un coup, on voit arriver cette équipe du Nigeria. Et quand on connaît les poids lourds que sont alors Osimhen, Lookman peut-être, s'il est d'attaque et qu'il revient. Non, mais il y a des poids lourds. Déjà, quand Gabon-Nigeria, Ah oui. normalement, ça devrait être Gabon-Nigeria, la demi-finale, parce que bon, avec la CAF, la FIFA, ça peut encore changer. Et l'autre, ce sera RDC-Cameroun. Mais ce sont 4 équipes qui auraient très bien pu terminer première de leur groupe. Ça donne envie d'aller les regarder, ces matchs-là. Mais c'est vrai que les grands joueurs, on leur demande d'être là dans les grands matchs. Si le Gabon est encore là en survie, c'est parce qu'Aubameyang, il a marqué 4 buts dans un match complètement fou, là où ils étaient en perdition sur les dernières journées d'éliminatoire. Et Osimhen, il s'est réveillé quand il le fallait. Eric Chell, il est arrivé. En gros, il fallait gagner les 5 derniers matchs. Enfin, il n'y avait plus de joker. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait.
Et notamment le dernier match où tout d'un coup, ils ont vu qu'il y avait une possibilité, effectivement, de se récupérer. Franck, Simon. Avec un 4-0 contre le Bénin, pour terminer. Hein. Ils auraient gagné 3-0, ils n'auraient pas eu cette place de barragiste. Ça s'est joué à la différence de but. Enfin, c'est ça, il Ils fallait ont- marquer. ils Ils le mettent dans le temps additionnel, le 4e but. parce que parce leur qu'ils étaient gardien, quand même à 3-0, hein, à leur la gardien première Stanley mi-temps. Nwabali avait pas forcément compris qu'il fallait un 4e but. Lui, il voulait garder le ballon. Mais on lui faisait signe, les supporters, faut peut-être que tu envoies un peu loin parce que on a besoin de ce 4e but. Pour vous dire, tout le monde n'avait pas forcément. Ça aurait été le Burkina Faso, hein, sinon. Ouais. Ah non, c'est triste et cruel pour les étalons. Ouais. Et vous pensez aussi que c'est l'épouvantail de ces 4 équipes ou en fait, peut-être qu'on est un peu trop optimiste pour eux? C'est pas de l'optimisme, c'est aussi voir quel était leur parcours depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est vrai, ils ont perdu un match à la maison il y a un peu moins d'un an contre le Rwanda, à Ouyo, en éliminatoire de la CAN. Et depuis, ils sont sur une série de 9 matchs avec l'équipe A, hein, on laisse de côté le CHAN, sans défaite. J'étais pas forcément convaincu par ce que proposait le nouveau sélectionneur, Eric Chen. mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Ils ont enchaîné les résultats, ils se sont réveillés au bon moment et ont su profiter d'un règlement qui est tombé un petit peu tard. Voilà, mais ils ont réussi à le faire et les voici là. Donc, c'est vrai que par rapport au Gabon, qui a vraiment cumulé les points en fait dans son groupe, le groupe n'était pas de la même force. Il y avait les éléphants, il y avait eux. Puis derrière, c'était un petit peu plus faible. Le Cameroun s'est fait totalement surprendre, mais bénéficie quand Paris même. Svatini. Ouais, voilà, par notamment. Et du coup, ouais, je pense que le Nigeria des 4 a une tête pour faire quelque chose. C'est les plus forts. Ouais, mais attention à la fort. République démocratique du Congo et attention au réveil des Lions indomptables. Tout le monde les donne éliminés, perdants, tout En ça. cas, oui. Mais ce sont des compétiteurs. Donc, Il y a eu le miracle de Bida il y a 4 ans, il y aura peut-être le miracle des barrages pour Je suis les d'accord Lions avec vous, indomptables. Hein. je suis C'est d'accord avec vous. c'est dans ces moments-là, généralement. mais c'est ça qui est bien. C'est sur 2 matchs en vérité. Là, T'as il une faut en gagner quand demi-finale. même 2 en Voilà. barrage Afrique Pour aller au et tournoi après au tournoi intercontinental, Oui, mais c'est encore un un ou marathon. 2. Donc ils sont Ah oui, pas rendus à la Tournoi Coupe du Monde. hein. Xavier. intercontinental, je pense que si c'est le Nigeria, Voilà. ils passeront facile, hein, parce C'est qu'il y a ça, la Nouvelle-Calédonie, il mais y aura la même- Bolivie. Oui. Bon, la Bolivie encore, ils ont Même déjà Xavier, été. Mais... même si c'était par exemple le Cameroun, est-ce que justement aussi ce tournoi intercontinental, on peut déjà imaginer qu'il tournerait en la faveur d'une équipe africaine? Ah bah, clairement. Enfin, pour moi, l'équipe africaine qui va sortir de ce barrage au Maroc sera la grande favorite du barrage intercontinental. Et je pense qu'effectivement, je rejoins assez sur ce sujet Franck et Rémi, je pense que le Nigeria est largement au-dessus des autres. Parce que c'est une équipe, quand vous regardez les individualités, ils jouent tous dans des bons clubs, voire même des grands clubs. Il y a des joueurs dans toutes les lignes capables de faire la différence. C'est très solide. Il faut rappeler qu'ils sont quand même vice-champions d'Afrique, hein, même si entre-temps ils ont eu des éliminatoires un peu compliqués. Donc Le point faible, c'est peut-être le gardien. Oui, mais bon, il y a des et encore là, il y avait pas Lookman Ademola parce qu'il est blessé. Il y a des joueurs qui ont été mis de côté comme Boniface, Haribo ou Ayenacho. Donc il y a un réservoir tellement puissant qu'Eric Schell, en fait, il a juste à piocher. Alors C'est pas après, si il manque simple. de temps. Oui, c'est ça. Il manque de temps pour composer une vraie équipe. Comme Mais tous les- les sélectionneurs. hein. Souvent, oui. Mais et en plus, les sélectionneurs du Nigeria. Mais il y a un tel réservoir et surtout une telle qualité Oui, individuelle voilà, que c'est ça. normalement, le Nigeria doit être qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Et Voice Sam qui nous envoie un petit message là, sur le Facebook Live pour nous dire que le Nigeria a un ascendant psychologique sur les adversaires potentiels là, dans ces barrages. Absolument. Notamment le Hein, Cameroun. quand on regarde les historiques un petit peu. Notamment le Cameroun, ils se sont croisés lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça leur avait souri, on se souvient. Il n'y avait pas vraiment eu photo entre les deux. C'est vrai que c'est une équipe qui quand même est bien préparée. Ils ont eu aussi des matchs de préparation, des matchs qu'on appelle les matchs amicaux. En vérité, ce sont des matchs de préparation. Mhm. Ils ont eu des matchs cet été. Et donc, Eric Schell, de ce point de vue-là, on lui a donné les moyens de quand même faire un tour des forces en présence. Alors c'est vrai, il pourra aligner 10 attaquants, mais c'est pas avec 10 attaquants que tu vas aller à la Coupe du Monde. Donc c'est aussi à lui d'avoir une équipe qui soit bien articulée et encore une fois, de pas y aller avec un sentiment comme ça de supériorité, parce que alors là, tu peux te faire surprendre avec ces équipes-là, avec Rémi, les autres adversaires. Au Cameroun, on est déçu par ces Lions indomptables. On y croit, on veut y croire à une 9e participation à une Coupe du Monde. Je peux vous dire que c'est décourageant, voire humiliant. Parce que les Camerounais ont quand même dansé. Vous vous rendez compte, les Camerounais, il n'y avait pas autant de places, se sont qualifiés avec
Rigobert Song, en Algérie. Cannes et Coupe du Monde. Il y a 4 ans, oui. On a quand même battu le Brésil. Et on faisait la fine bouche. On a dénigré Rigobert Song, qu'il ne valait pratiquement C'est pas rien. faux, c'est pas faux. Et vous vous rendez compte qu'un monsieur est arrivé, qu'on appelle Brice. Brice a dénigré le travail de Rigobert Song. Et tout ça, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Rigobert Song a laissé le Cameroun premier de sa poule. Rigobert Song a laissé le Cameroun 7e au classement africain. C'est-à-dire que le classement FIFA. Mais on retrouve aujourd'hui que le Cameroun va au barrage, alors qu'il y a un nombre de places important et surtout, le Cameroun perd même encore 2 places. Le Cameroun est déjà 9e. Jamais le Mali ne s'était placé devant le Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et on continue à applaudir ce monsieur-là, qui a manqué de respect à tous les anciens joueurs. C'était le moral des troupes. Mais c'est pas possible. Et actuellement, vous savez, il y a autre chose. C'est que dans la tanière, selon ce qui s'est dit, il y aurait des problèmes d'ego et des problèmes de brassard. Sans blague. Donc, C'est nouveau ça, non? donc, Un proverbe, Rémi, pour terminer. voilà, donc le Cameroun était respecté justement parce que ça faisait peur, le nom et tout ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Cameroun, c'est un gros nom avec bien évidemment des grands joueurs sur le nom. Mais il y a un proverbe africain qui dit on ne juge pas le bœuf sur l'empreinte du sabot. Xavier, juste une dernière chose. On pense qu'on connaît déjà ces affiches, puisque ça devrait être le Gabon et le Nigeria et la RDC avec le Cameroun. Avec le Cameroun. Peut-être bien de rappeler le critère, Annie. Oui, alors Le classement, justement, dernier c'est pour classement ça. FIFA. C'est pour ça. C'est le dernier classement FIFA. Mais est-ce qu'ils vont prendre en considération le prochain classement FIFA? Il sort tous les mois. Hein. Il me semble Est-ce qu'il que est ça veut tombé. dire que d'ici le 15 est tombé. novembre, Puisque le Il Nigeria est a le meilleur tombé. classement des 4, le Il Gabon est moins bon. 5e. hein. Ouais, Il est ouais. 5e, le Nigeria est 5e. Donc le Cameroun recule à la 9e position. Et comme ça, le Mali passe devant. Donc pratiquement. Non, mais pour les barrages, là, on dit. pour les barrages. Ça va Pour les changer barrages, quelque chose pour oui. les affiches des demi-finales. ça sera le premier contre le 4e et le deuxième contre le ouais, 3e. A priori, le Nigeria est favori, le Gabon est le plus faible, donc Gabon le n'est pas match dans le top 10. le plus indécis, c'est effectivement entre les léopards du... Si, Le l'affiche est- Gabon n'est pas si faible que ça. Hein. Non, mais c'est le moins Il faut fort. faire le moins fort très des quatre. attention On avec vient de ce rappeler le Gabon-là. classement. Oui, en plus, donc avec c'est- l'appât de la Coupe du Monde, ça peut aussi... Non, mais bien De toute sûr façon, qu'ils vont ces tous matchs être groupés, motivés. Voilà, il c'est est des bon. matchs à la vie à la Vous mort. savez donc, qu'il y a Aubameyang, ils sont bons. Hein. Faut rappeler- Xavier, tu les as vus jouer? Oui, je les ai vus jouer, mais c'est une bonne équipe. Mais je pense que face au Nigeria, ils ont aucune Ne chance. dis Bon, pas voilà. ça, Xavier. Bon. En tout cas, ça sera à Bon. suivre à la mi-novembre. Ça sera au Maroc. Le 13. Oui, le 13 et le novembre, 18, si je et me le trompe. 16 Et le pour la 13, finale. et le 16, donc, auront lieu ces matchs demi-finale et finale et nous connaîtrons l'heureux élu pour aller disputer Ouais, ça sera pas terminé. sa place. On a appelé ça le chemin de croix, je crois qu'on s'est pas trompé. Allez, direction l'Angleterre. L'enceinte d'Anfield, cadre du choc pour le retour de la Premier League. Liverpool recevra Manchester United pour cette 8e journée. Deux équipes largement séparées au classement, mais qui, toutes les deux, ont besoin de se rassurer aussi, et surtout de gagner. Alors, les Reds d'Arne Slot, ils sont champions en titre. Ils ont commencé le championnat en boulet de canon, on s'en souvient, on en parlait beaucoup, ils ont aligné 5 victoires. Et puis un peu patatras, 2 défaites pour ce qui est des 2 derniers matchs de championnat, à Crystal Palace, 1 à Chelsea. Et ils ont aussi laissé les commandes à un autre club qui jusqu'à présent était derrière, mais qui l'avait passé devant, les Gunners d'Arsenal, bien sûr. Et puis, il y a eu cette 3e défaite à Galatasaray en Ligue des Champions. Alors tout à l'heure, l'entraîneur de cette équipe, Arne Slot, a déclaré « Les résultats ne manquent pas, il faut réagir ». Xavier Barret, est-ce qu'on a un essoufflement de cette équipe ou simplement il y avait eu comme une euphorie de début de championnat et maintenant c'est un peu plus compliqué? Oui, il y a eu un enchaînement de très bons résultats pour commencer.
Et puis là, il y a eu ce coup d'arrêt avec ces 3 revers consécutifs, dont un en Ligue des Champions à Galatasaray. Et on commence tout de suite à se demander ce qui se passe à Liverpool. C'est vrai qu'il y a eu une greffe qui prend difficilement, c'est celle de Florian Wirtz, le joueur de Leverkusen, acheté très cher, et qui a du mal à trouver sa place dans ce 11. Parce que Est-ce que c'est pas un peu tôt de juger Oui, ainsi mais il l'a quand même sorti du 11 type lors du dernier match parce que justement, il n'arrive pas à s'intégrer. Or, ça devait être un des éléments essentiels du jeu de Liverpool, du jeu régénéré par... à tour de bras là, cet été. Alors, Oui. ils avaient une équipe championne d'Angleterre, tout allait bien. Hein. Alors, oui, mais par exemple, ils ont pris 2 avancantes, mais on sait que, bon, a priori... Un ils seul ont joué, suffit, non Oui, mais bon, ils ont beaucoup de matchs à jouer, donc ils ont pris Isaac en plus d'Ekitike. Donc, mais il y a une place pour un seul. Après, il y a bien sûr Mo Salah sur le côté droit. Il y a Gakpo à gauche. Il y a Gravenberch au milieu avec McAllister. Et donc, Wirtz, ça devait vraiment être la plaque tournante de ce jeu de Liverpool, au point qu'ils ont fait régresser Szoboszlai, le Hongrois, au poste d'arrière droit. Donc voilà, c'était un peu le schéma préférentiel qui s'était détaché en tout début de saison. Et puis, en fait, Florian Wirtz, il a toujours pas marqué. Il n'a pas fait de passe décisive. Donc, il est pour le moment en grande difficulté pour s'intégrer dans ce 11 des Reds. Et du coup, il y a ces résultats qui marquent un coup d'arrêt, qui forcément font douter autour des Reds. Rémi, est-ce que on va dire un peu moins bien de Mohamed Salah aussi rejaillit sur les résultats de cette équipe? Oui, mais en même temps, c'est le collectif. Hein. Xavier Barré a peut-être parlé de ça, et parce que c'est une équipe qui ne marque pas assez. Parce que vous voyez quand même, lorsque vous regardez les défaites là, cela veut dire que sur le plan offensif, ils ne parviennent pas beaucoup transformer. Et pourtant, ils ont recruté pas mal d'attaquants. Ils ont dépensé énormément d'argent. Voilà. Mais moi, quand même, aussi, je dis, il y a des grandes équipes qui traversent souvent cette période-là et qui, quand ça rebondit, ça peut faire très, très mal. Parce qu'en même temps, quand on regarde quand même les défaites ne sont pas aussi fortes que ça. C'est-à-dire qu'une équipe déséquilibrée, une équipe qui n'a pas d'âme, ils ont quelque chose. Mais bon, c'est une série qui arrive. Mais lorsque cette série va s'arrêter, ils risquent de devenir très, très dangereux. Donc, j'ai beaucoup plus confiance en eux que d'avoir peur de ce qui pourra arriver. Ils ne sont pas épuisés parce que beaucoup sont jeunes. Certes, Salah, aujourd'hui, il porte l'équipe, mais beaucoup sont jeunes et ils vont apprendre, ils vont se mettre en rang et ce sera très difficile parce que, enfin, un autre proverbe africain dit que la panthère reste la panthère, même si elle n'a pas mangé ton mouton. Mais je sais pas qui est la panthère, qui est le mouton. La panthère, c'est les Gabonais. Salfon connaît qui envoie un petit message. Liverpool et Manchester, 2 équipes malades. Ça va être un match de grand-mère, nous dit-il. Georges Padmore, non. Liverpool, nous rappelle-t-il, est quand même toujours 2e du championnat. Quoi. Donc, bon, 2e, effectivement. 15 points. Mais justement, Franck, quand même, dans cette confrontation, on va s'arrêter après sur le cas Manchester United, qui est le feuilleton depuis plusieurs mois, notamment avec Ruben Amorim. Mais est-ce que la pression, quand même, va être sur Liverpool et il leur faut gagner? C'est gagner ou gagner, en fait. Quand on jette un coup d'œil au classement, évidemment, il vaut mieux gagner parce qu'ils ont 5 points d'avance sur Man U. Man U pourrait revenir sur leur talon assez vite, finalement. Oui, parce qu'ils sont 10e au classement, mais... Ils ont cette série... Mais c'est surtout, il y a Arsenal qui est devant. Oui, et on sait que 5 points d'écart. Hein. Oui, il y a 5 points d'écart. Ça se joue à tellement peu de points, un titre de champion d'Angleterre. Souvent. Ils ont tout intérêt à gagner. Après, c'est vrai que sur le dernier match contre Chelsea, Arne Slot, il a sorti sa boîte de bricolette parce qu'il n'avait pas son gardien titulaire. Ekitike n'était pas là, donc il a mis effectivement Alexander Isak devant. Il a fait comme il pouvait. Et moi, pour un petit peu compléter ce que vous avez... C'est qui est le titulaire, en fait? On ne sait pas. On ne sait pas trop, là. Isaac. Ouais. Maintenant qu'il vient d'arriver, on dit ça. Ils ont 100 millions chacun. Mais bon, mais moi, ce qui m'inquiète, pour un petit peu compléter ce qu'on a entendu ici, c'est le fait que c'est une équipe qui a encaissé quand même pas mal de buts. Je trouve que c'est un peu, tu vois, c'est... bah oui, pour une équipe qui est en tête, 9 buts encaissés, déjà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en défense, je n'ai pas retrouvé cette efficacité. Alisson blessé, Konaté blessé, donc ils ont effectivement il a dû beaucoup bricoler. Tu me rejoins. Donc ça aussi, c'est ça qui peut m'inquiéter. Et après, Manu, ils sont tellement
On va l'évoquer tout de suite. Mais ils ont battu Sunderland 2-0. Hein. Xavier, il y a un élément évidemment qui est intangible et qui peut-être perturbe tout ce vestiaire. De temps en temps, on sent une allusion. C'est la tragédie Diogo Jota. Est-ce que c'est ça aussi qui, à un moment, peut aussi avoir une influence dans ce vestiaire? On les a vus très touchés, tous ces joueurs. Il y a toujours des banderoles dans le stade et qui leur rappellent sans cesse ce qui s'est passé quand même. Oui, alors Liverpool, c'est un club qui a été très marqué par de nombreux drames dans son histoire. Soit parce qu'il les avait provoqués comme le Heysel, soit parce qu'il les a subis, ou en tout cas leurs supporters les ont subis, comme ça avait été le cas de la demi-finale à Sheffield. Donc il y a eu dans l'histoire de Liverpool, malheureusement, trop de drames comme ça qui ont endeuillé de nombreuses familles de supporters et indirectement de joueurs, parce qu'il y a toujours, je crois que c'est Steven Gerrard qui avait un cousin là, un peu éloigné, qui avait été victime du drame d'Hillsborough. Donc du coup, ça fait partie de l'histoire de ce club, et c'est pour ça qu'il est si populaire en fait. C'est parce qu'il épouse les drames, les hauts et les bas de la vie des gens, des Scousers dans cette région du nord-est de l'Angleterre, qui est une région très laborieuse, un peu austère. Et il leur apporte normalement, par les victoires, beaucoup de joie, et par les drames, ils le partagent ensemble. Je suis pas sûr que tous les joueurs du vestiaire aujourd'hui pensent à ça tous les jours. Oui, mais quand même certains. Oui, non, ceux mais qui étaient. Il y en avait qui étaient très proches de lui. Après, il y en a quand même qui viennent d'arriver, qui connaissaient pas Diogo Jota, puisque vous l'avez rappelé, il y a eu beaucoup de transferts, donc ils avaient eu l'occasion de le croiser sûrement lors des matchs internationaux, peut-être contre le Portugal. Mais oui, ça, bien sûr, ça compte. Mais je suis pas sûr que ce soit un élément qui soit. Ça ne peut pas être, franchement, de façon permanente et régulière. On a vu ces joueurs-là aussi en compétition avec leur sélection nationale. Ce n'était donc pas ça. D'ailleurs, j'adresse mes condoléances officielles à Franck Simon qui a perdu son père. Et justement, vous voyez, il fait cette prestation-là sans pour autant montrer qu'il est dans un désagrément total. Donc, le courage d'un joueur, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que pour l'instant, lorsqu'on voit ce qu'ils produisent avec des sélections et ce qu'ils produisent en club, ce n'est pas parce qu'ils sont terriblement marqués, parce que même le Portugal, Diogo Jota, également, a des coéquipiers là-bas. Donc, ce n'est pas seulement ça. Franck, alors parlons de Manchester United. Manchester United, c'est Kloppy Kloppant, ça va, ça vient, ça avance. C'est pas d'hier, en fait. Non, bien sûr. Ça fait on en parle depuis combien de temps? Plusieurs saisons. Bon, alors, si on veut remonter au départ de l'icône qui était Ferguson, mais bon, peut-être pas jusque-là, mais Ruben Amorim, en janvier, ça fera 1 an qu'il est là. Il n'a pas trouvé la bonne formule. En novembre, il était arrivé. Il a toujours pas trouvé la bonne formule. Donc ça fait 1 an. Il a des moyens pour composer son équipe, jusqu'à preuve du contraire. Il a des moyens, il y a des joueurs de qualité. Je regardais encore l'effectif avant l'émission. Franchement, il y a des il y a des bons joueurs. Il y a aussi des joueurs. Et Xavier Barré ne parle pas. Si c'était Mourinho, vous vous rendez compte, ce monsieur-là, il nous a quand même pris les cougnats. Vous vous rendez compte? Mais quand il y a eu Mourinho, c'était pas extraordinaire. Et tout. Mais attendez, on avait refusé les recrutements à Mourinho quand il demandait ça. Et il disait justement, mais la dernière fois que Manchester United a été deuxième, il avait eu 4 grands joueurs. A été deuxième. La dernière fois que Manchester United a été deuxième sur le podium, c'était avec qui? C'était avec Mourinho. Donc il faut reconnaître ça. Quand Mourinho arrive, on ne lui donne pas les moyens. Quand des gens arrivent comme ça, on lui donne 1500 moyens. Tu n'as pas honte de supporter Amorim? Il a eu plein de moyens. Il a eu des moyens très importants. Le propriétaire a changé depuis l'époque Mourinho. Alors pas complètement, mais un peu quand même. Oui, mais là c'est Ineos. C'est Ineos qui effectivement. Exactement. Et il a dit, moi je continue à faire confiance. Oui, et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison parce que au bout d'un moment, on se dit, à force de changer d'entraîneur, peut-être qu'il faut changer de méthode. Quand on touche le fond de la piscine, on se cogne la tête, mais on remonte. Ruben Amorim, il a une philosophie de jeu. Alors, j'aime pas trop son système en 3-4-3, mais ça a marché au Sporting de Lisbonne. C'est pour ça qu'ils ont été chercher. Ils ont été 2 fois champions en 3 ans, devant Benfica, devant Porto. Ça a mis un peu de temps à s'installer, mais voilà. Et là, il est en train d'y arriver. Alors, encore une fois, moi, j'aime pas ce système de jeu, mais quand je les regarde jouer, je regarde tous les matchs de Manchester United depuis le début de saison. Alors, effectivement, ils ont pris le bouillon contre Brentford, notamment. Il y a 3 victoires pour 3 défaites. Voilà. Mais c'est en train de se mettre en place. Alors que la saison dernière, quand il est arrivé, il a essayé de mettre son système avec des joueurs qui n'avaient jamais joué dans ce système, ça marchait pas. Alors que là, à droite, avec Diogo Dalot, qui est portugais, donc avec lequel il peut communiquer plus facilement. Avec à gauche, avec Patrick Dorgu, qui est un international suédois, c'est déjà les 2 pistons qui sont très importants dans son système. Il les a trouvés. Voilà. À partir de ce moment-là, il
il bricole avec sa défense centrale, avec Maguire, avec Yoro quand il n'est pas blessé, avec Luke Shaw qui est un latéral reconverti. Donc, au milieu, il va la trouver, la formule. Je pense qu'il va y arriver. Alors, ils seront pas champions, hein, mais je pense qu'ils vont progresser. Ouais, Moi, je crois que cette place-là. équipe de Manchester United, elle va finir dans les places européennes. Petit message d'Oumar Kouyaté. Alors, je sais pas si c'est un proverbe. Manchester United est une équipe d'horoscope. Bon, voilà. La constellation. Et puis Malik Koulibaly, je suis un grand fan de Manchester United. Je sais qu'ils vont gagner ce match. Franck, Le dernier match, ils étaient malades, hein, mais ils ont fait 2-2. Franck, Non, vous pensiez que le match de première ligue, Contre Liverpool, hein. c'était pas celui-là. Bah ouais, franchement, pour moi, c'est vous les Toffees. m'avez trompé sur la marchandise, Annie. Moi, je pensais que c'était City contre les Toffees d'Everton. Voilà, parce qu'il y a un autre club de Liverpool qui va bien cette saison. Et qui a un stade tout neuf. Ouais. Un stade magnifique. Si ça se passe bien, Franck, eh ben, on en parlera lundi dans Radio Foot Bah, écoutez, International. alors je bien sûr. reviendrai. D'ailleurs, c'est prévu. Allez, on continue. On va vers vos cartons, messieurs. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, messieurs et mesdames, sélectionnés par Salio Diouf. Bonjour Radio Foot, je suis Risto Ould, Congolais de Brazzaville vivant en France. Mon carton, il est vert, adressé à l'équipe féminine du FC Barcelone pour sa large victoire en Ligue des Champions face au FC Bayern de Munich. Et voilà, donc félicitations aux filles. Bon café des sports à vous, au revoir. Hello, bonsoir le Café des Sports, j'espère que vous allez bien. Je suis Abigail et je vous viens de la Côte d'Ivoire. Et mon carton, il est vert et il va bien évidemment en droit de l'équipe nationale ivoirienne les éléphants. Nous sommes fiers de participer à la Coupe du Monde encore. Bonjour Café des Sports, c'est Jafono de Bleu Congo-Brazzaville. Mon carton du jour est de couleur rouge, adressé au Diable Rouge du Congo-Brazzaville, qui nous ont encore montré une fois de plus qu'ils n'étaient pas partis jouer au football, mais plutôt faire du tourisme au Maroc en prenant des photos avec Brahim Diaz et Achraf Hakimi. Comme quoi, c'était la chance de leur vie. C'est vraiment triste pour le football congolais. Comme le dit un proverbe africain, la première fois qu'on se croise avec un diamant, on le lèche jusqu'au bout de la nuit. Bonne émission à vous. Bonsoir le Café des Sports. Un double carton vert d'abord pour mes éléphants de Côte d'Ivoire, qualifiés pour le mondial. Une magnifique campagne, invaincu, meilleure attaque, meilleure défense. Bravo au coach Emers Faé et à Guy Demel, son assistant, pour le gros travail qui a été fait. Bravo aux équipes également. Et puis, une petite pensée pour le Cap-Vert, également qualifié plus petit pays par le nombre d'habitants à être qualifié à la Coupe du Monde. Félicitations aux requins bleus et une pensée particulière pour mon père qui était le premier supporter du Cap-Vert en Côte d'Ivoire. Allez, félicitations et tout arrange. Bonjour Radio Foot International. Moi c'est chez Robin Kohli en République centrafricaine, précisément à Bangui. Moi je donne un carton rouge à la Fédération centrafricaine de ne pas considérer le football en République centrafricaine. Malgré nos efforts et les exigences de la FIFA, ils sont incapables de réparer un petit stade de 20 000 places. Merci. Bonjour Radio Foot International, c'est Mame Diarra depuis Dakar. Je donne un carton vert à l'équipe nationale du Sénégal pour sa 3e qualification consécutive à la Coupe du Monde. Bonne émission à toutes et mes salutations à Rimé Ngono, le barragiste. Bonsoir Radio Foot, moi c'est Kello Abdoul, Guinéen vivant aux États-Unis. Je donne un carton rouge à la Suède. Ils sont incapables de gagner un seul match de leur qualification. Je suis sûr qu'ils ne feront pas la prochaine Coupe du Monde. C'est une honte. Avec Isaac et Gyökeres, ils sont incapables de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Bonne émission, allez, ciao. Bonsoir à toute l'équipe du Café de Sport. C'est Espérance Loutaya, congolaise de Brazzaville, depuis le Ghana. Mon carton, il est rouge et il va tout droit aux Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun est arrivé au point où ils doivent passer par les pré-barrages pour espérer se qualifier pour le Mondial 2026. Non, mais c'est vraiment dommage. Où est passé ce beau Cameroun de Roger Mila et de Samuel Eto'o? Ah, franchement, c'est dommage. Salut Radio Foot International. Moi c'est Souba Ali depuis le Togo. Je donne un carton vert à l'équipe du Cap-Vert qui a battu le continent sur le continent pour le laisser au continent.
pour jouer les barrages de l'élimination de la Coupe du Monde. Un carton vert au requin blanc pour leur première qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ciao, ciao, Radio Foot International. Salut Radio Foot International, salut Annie Gassini. Mon carton, il est vert et s'adresse aux 2 joueurs de Al Nassr que j'ai nommés Sadio Mané et Cristiano, 40 ans, pour leur doublé. Xavier Barré, toi qui as dit tant que le championnat saoudien, c'est pour les retraités, c'est que les joueurs sont finis, c'est pour les chameaux, tu as vu. Rémi Ngono, comme le dit un proverbe africain, les vieilles casseroles continuent par produire de bonnes sauces. C'est Yass le Kabier depuis Lomé Togo. Cristiano Ronaldo, je crois qu'on en parlera encore dans 10 ans. C'est évident, ce grand joueur qui continue à marquer. Allez les amis, vos cartons. Franck Simon, honneur à vous. Quelle couleur ? Un carton vert à 7 des fédérations, 7 sur 9 fédérations qualifiées pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique qui font confiance à un technicien africain, un technicien du Creux. Bravo à elle. Rémi, quelle est la couleur de votre carton ? Honnêtement, je voulais une couleur rouge, mais je crois que je vais passer au jaune. Oh là là. Jaune Rémi qui tempère son vote. Jaune pour les Aigles du Mali. Je ne vais pas parler des joueurs actuellement parce que je voulais d'abord parler des joueurs, mais je parle quand même de façon globale de cette équipe qui fait un merveilleux jeu. On les admire, mais curieusement, depuis 40 ans, le Mali ne remporte rien. Ils ne vont même pas à la Coupe du Monde. Depuis 40 ans, ils cherchent la Coupe du Monde. Mais les autres pays, quand même, le Togo passe et tout. Mais on va vous dire, le Mali joue bien, ils sont ceci, ils sont cela. Bravo les aigles du Mali. Il y a un proverbe africain qui dit, on ne respecte pas l'aigle par la beauté de ses plumes, mais par les proies qu'elle attrape. Bon, il n'y a pas de proie, donc on peut en déduire ça. Xavier Barré, votre carton. Carton vert. Vert. Vert à quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Bernard Diomède, ancien joueur de l'équipe de France, champion du monde en 2018 Petit avec vélo. les Bleus, et 98. sélectionneur de 98, et sélectionneur de l'équipe de France des 20 ans, qui a réussi à mener cette équipe en demi-finale de la Coupe du Monde des 20 ans, donc alors qu'il a essuyé 48 refus de libérer des joueurs. Vous vous rendez compte ? Il a fait une sélection d'une vingtaine de joueurs, alors qu'il y a eu 48 joueurs qu'il aurait pu prendre, qui lui ont été refusés parce que la Coupe du Monde de la FIFA n'est pas à date FIFA. La Coupe du Monde 20 ans de la FIFA n'est pas aux dates FIFA, donc les clubs ont refusé de libérer les joueurs. Et bien lui, malgré cela, grâce à son travail, il est allé chercher les joueurs donc classés entre 50 et 70 pour faire une équipe de France qui finalement arrive en demi-finale. Bravo Bernard et bravo aux formateurs français qui ont réussi à faire une équipe compétitive avec les joueurs de la 50e au 70e choix. Bravo, bravo. Nous aussi, on le félicite, Bernard Diomède, parce que c'était Donc, un beau on a boulot. remporté la Et CAN ils sont avec allés une jusqu'en équipe 10, hein. demi-finale. Frédéric ? Carton rouge. Oh. Mais oui, hein, pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, parce que c'est bon bien beau d'être champion d'Europe avec Les hommes. les hommes, hein, les stars qu'on voit partout, mais l'équipe féminine, on a l'impression que depuis 2-3 ans, ils font pas grand-chose pour la soutenir. Toutes les stars qu'il y avait dans cette équipe, elles sont parties chez l'ennemi, du côté de Lyon. Et là, on a une campagne en Ligue des Champions qui vient de commencer. Première journée, elles perdent 4-0 à Wolfsburg. Le deuxième match, c'était là dans la semaine. Défaite à domicile face au Real de Madrid. Paris mériterait mieux, les filles du PSG mériteraient mieux. Et ils les font pas jouer au parc en plus. Non. Et ça, À c'est Poissy, devant Elles jouent en quelques banlieue. centaines de spectateurs Derrière au chez centre moi. d'entraînement. Derrière chez moi. Le carton de Radio Foot, eh bien, il va à un ancien. Alors, c'est pas Cristiano Ronaldo, il est même plus vieux. Il a 41 ans. Il s'appelle Thiago Silva, l'ancien parisien, l'ancien de Chelsea. Il a marqué sur une bicyclette ou un retourné acrobatique ou ce que vous voulez. Bref, il a un ciseau et il a offert une victoire au Fluminense en plein Maracana à la 98e minute. Mais ils ont marqué, ils ont gagné, ils sont 7e du championnat, les joueurs de la Tricolore. Ça, c'est un carton qui vaut double de la part d'une supportrice de Flamengo. N'est-ce pas? Mais c'est un Brésilien. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous et très bon week-end.